fleurs, alors les télégrammes de félicitations. Enfin, partout, bravo, félicitations, continuez, lâchez pas, ça c'est parfait. Ici, encore. Où allez-vous chercher tout ça? J'ai un doctorat en psychologie et je n'ai jamais aussi bien compris l'être humain et sa peur que ce soir. Bravo. Moi, j'ai répondu souvent où j'allais chercher tout ça. On va le prendre où ça se trouve. On a fait une conférence dernièrement sur l'intelligence spontanée, sur l'énergie supramentale. En fin de compte, c'est ça. On prend ça où est-ce que ça se trouve. Il y a 30 ans que j'étudie la pensée positive sans obtenir les mêmes résultats que les auteurs des livres que j'ai lus. D'après ce que vous dites, c'est normal. Eh oui. C'est tout à fait normal pour la simple raison. C'est sûr que si vous iriez assister à un séminaire, par exemple, donné par l'auteur d'un de ces livres-là, si l'auteur se respecte un peu, ben, il y aurait possibilité qu'il puisse ajuster un peu, disons, sa technique à la personne. Mais normalement, si ce n'est pas fait d'une façon de prime abord avec une idéologie cosmique ou écologique, ça ne peut pas être adaptable à tout le monde. Et ça a toujours des limites. C'est pourquoi la majorité de ceux qui fonctionnent vont toujours rester un peu. La majorité des livres qui ont été écrits au niveau du pouvoir du subconscient, de l'esprit, tout ça, sont toujours à caractère un peu religieux. Donc, il y a toujours la limite imposée par ce qui est interdit à l'homme et à la femme. Et cette limite-là, ce n'est pas Dieu qui l'impose, c'est que l'être humain vit dans un cadre particulier, exactement comme si vous voulez voler sans avion. Non, ça ne fonctionnera pas. Ou sans moyen mécanique pour voler, ça ne fonctionnera pas pour l'instant. Pour la simple raison qu'au niveau des lois qui régissent votre corps physique et le corps matériel de la planète, mais votre corps est plus pesant que l'air. Alors, donc, si à un moment donné, vous apprenez à faire du deltaplane, à faire du vol à voile, à faire du planeur, de l'avion ou quoi que ce soit, du parachute, ben, vous allez être capable de voler. Alors, il y a toujours les limitations qui ne sont pas fondamentalement imposées par un être qui a décidé de limiter. C'est la densification des énergies que l'antique religion appelle divine dans le temps qui crée l'espace, qui crée la matière dans laquelle on évolue. Et c'est cette densification qui constitue la limitation. Plus c'est densifié, plus c'est matériel, plus c'est limité. Alors, ce n'est pas un Dieu particulier qui interdit à l'homme, c'est que l'homme ne peut pas le faire sans risquer de recevoir des effets de retour qui seront négatifs selon les lois mêmes qui le régissent. On a fait une conférence sur les 7 pièges du karma et on expliquait bien, si vous mettez votre main dans un bac d'acide, vous aurez un karma d'acide. Ce n'est pas Dieu qui l'interdit. Mais les lois qui régissent la matière font que si vous arrivez à connaître cette matière, vous allez être capable de vous programmer de façon à fonctionner. Alors effectivement, c'est donc normal de lire des livres de personnes qui deviennent riches, de lire des livres, ça nous amène un peu d'énergie, qui nous fait peut-être un petit peu monter, ça nous enthousiasme, c'est pas mauvais. Ça nous motive, c'est bon. Mais ce n'est pas tout. Il faut ça plus beaucoup d'autres choses. Alors dans les livres, c'est donc normal qu'effectivement, on n'arrive pas aux résultats promis par l'écrivain. Comment faites-vous pour parler des sujets que je trouve qu'ils ne sont pas reliés entre eux, comme par exemple ce soir, l'organisation, etc., puis la semaine prochaine, le retour du Christ? Comment je fais pour pouvoir parler de n'importe quel sujet, en fin de compte? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas reliés entre eux, d'après la personne? Bon, moi, je les relis toujours. Premièrement, les titres, ce n'est pas moi qui les choisis, on me les choisit. Et puis, tout est interrelié. C'est sûr que si on voit d'une façon, avec une zone de conscience relativement localisée chaque sujet, il n'y a pas de... Mais on pourrait parler de mécanique ce soir et relier ça à l'être humain. Parce que ça c'est très facilement reliable. On peut parler de la pluie et du beau temps, de relier ça à la psychologie de l'être humain, avec le malheur et le bonheur. On peut parler, le retour du Christ, c'est quoi? C'est l'énergie christique. C'est ce qui a transformé Yeshua ben Joseph en Christ. C'est ce qui a transformé Jésus de Nazareth en Jésus-Christ. Alors donc, on parle de l'énergie qui l'a transformé, on parle donc de l'énergie christique. On parle de l'énergie christique au niveau alchimique, qui est de l'énergie supramentale. Le retour du Christ, c'est tout à fait lié à ce que l'être humain vit présentement.
C'est donc tout à fait reliable à l'organisation ou à la programmation de l'être ancien pour qu'il puisse en fin de compte laisser naître chez lui l'être nouveau. C'est tout à fait relié. Le titre, faut bien mettre un titre quelque part, mais c'est très facilement reliable. Je n'ai aucun problème à relier quoi que ce soit à quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Quelles sont ces 10 lois que nous devons suivre? Ce ne sont pas des lois. Les lois, il y en a déjà en masse, trouvez pas? Non, il y a suffisamment de lois pour... C'est que les lois que nous avons tentent de suppléer au manque d'éducation ou de compréhension de ce qu'on a eu comme éducation. La loi, c'est ce qui tente de programmer l'ego. Alors, je ne parle pas de 10 lois que nous devons suivre, ça ne servira à rien, absolument à rien. Non, je parlais de 10 peurs que l'être humain devait arriver à connaître de façon à ce que ces 10 peurs fondamentales, il y a une peur fondamentale, mais qui se répercute de 10 façons majeures chez l'être humain, et ces 10 façons d'expression de la peur font que cet être humain recherche, désire, et n'arrive pas à fonctionner. Alors donc, ce sont ces 10 peurs qu'il faut arriver à connaître. Mais même juste le fait de les énumérer comme ça ne permettra pas à l'être humain de l'acte de connaître ces peurs. Pour la simple raison qu'il doit entrer dans une espèce d'expression d'ego. C'est-à-dire que l'être humain, regardez ceci, vous allez évoluer beaucoup plus rapidement, vous allez vous améliorer beaucoup plus rapidement, vous allez vous perfectionner, vous parfaire, ce que vous voudrez, plus rapidement, si vous vous abstinez. Cela veut dire que si je vous dis quelque chose, ah ben oui, ça, vous avez raison. Non, ça vous transformera pas, gros. Si à un moment donné, je dis quelque chose et vous dites, ah non, absolument pas. Et qu'en me parlant, je vois par votre vibration qu'effectivement, vous êtes dans cet état, je vais être capable de faire briser, de faire éclater une bulle, de briser une forme. Ça marque. C'est-à-dire que ça crée l'évolution chez l'être humain. Lorsqu'on recherche quelqu'un qui pense comme nous, ben on n'a pas besoin de lui. On recherche l'accréditation de ce qu'on fait. Mais si on rencontre quelqu'un qui est contre nous, il faudra qu'on se défende. Si on se défend à un point tel qu'on gagne, on ne le sait pas. Mais si on se défend et on perd, ben on ne le sait pas plus. Mais une chose qui est certaine, c'est que faut pas accréditer ce que l'autre dit, faut pas accréditer ce que vous avez perdu, mais la transformation, ce que vous avez perdu, mais la transformation qu'il va avoir chez vous, c'est elle qui va vous transformer. Quelles sont ces 10 lois que nous devons suivre? Bon, c'est pas des lois. Quelles sont les 10 peurs? Alors moi, je dis, par exemple, ceci. Je dis souvent aux séminaristes, vous avez peur de vieillir. Alors certains vont dire, non, moi, j'ai pas peur de vieillir. Mais comment voulez-vous vous organiser pour être efficace dans votre vie si d'ores et déjà, vous avez peur de devenir vieux? Regardez que c'est l'un des immenses freins de l'être humain, parce qu'en partant, pourquoi devenir millionnaire? J'ai 35 ans ou j'ai 45 ans. À quoi ça me servirait d'avoir à un moment donné un millionnaire? On s'en fout, mais avoir une auto, ou suivre des cours, ou vouloir m'organiser pour pouvoir fonctionner. Ça a rendu à cet âge-là. Mais même les jeunes aujourd'hui souffrent de cette peur de vieillir. Ils veulent vivre leur vie immédiatement, parce que comme si... Ouais, moi, je suis rendu à 22 ans, m'organiser. Pour l'instant, je veux vivre. La peur de vieillir fait qu'il ne pourra pas s'organiser. Il va être vieux et malheureux. Mais la personne peut intellectualiser ce mécanisme. Mais il y a un moyen, lorsqu'on peut parler en face à face, d'aller faire cracher chez l'être humain cette peur de vieillir. Il faut qu'il la voie clairement, vibratoirement, et non pas juste intellectuellement. La conférence, évidemment, elle peut transformer certaines choses. Elle a pour but d'amener une forme de vibration. De temps en temps, d'ailleurs, la vibration, elle est transmuée par l'impression sonore. Alors, c'est parce que le technicien ne baisse pas assez le son. Quelles que soient les peurs fondamentales chez l'être humain, ce n'est pas en les apprenant, et moi je me refuse de les dire ce soir pour la simple raison que plus l'être humain sait, moins il a la faculté de savoir. C'est-à-dire que plus l'être humain connaît, moins il a la faculté de vivre ce qu'il connaît. Si vous ne connaissez pas quelque chose et que dans un cadre particulier vous le découvrez, vous ne pourrez pas l'intellectualiser. Mais si j'énonce cela ce soir et qu'à un moment donné, soit que la vie veuille vous faire prendre conscience de ça, ou soit qu'en séminaire, on veuille vous le faire prendre conscience, ben oui, mais l'humain répond, oui, ça je le sais, je l'ai appris il y a 2 mois, mais ça n'a rien changé. Mais as-tu d'autres choses? C'est ça qui est le problème. À un moment donné, l'être humain en sait tellement qu'il ne peut plus goûter à ce qui vit, à ce qui est vivant, à ce qui se vit.
Alors donc, ces 10 peurs, ça ne me sert à rien de les donner. Ça ne serait que de créer de l'intellectualisation. J'aime autant que vous les cherchiez. Parce que si vous les cherchez un jour, évidemment, celui qui cherche trouve, hélas. Et lorsque vous allez les trouver, peut-être une à la fois, ben, ils vont vous faire vibrer. Soudainement, vous découvrez que vous commencez à ne plus aimer vos fêtes. Soudainement, vous vibrez que vous avez tel âge. Soudainement, vous ne vibrez que vous ne voulez plus révéler votre âge. Alors, vous avez peur de vieillir. De quelle façon allez-vous organiser votre avenir avec cette condition psychologique? D'une façon tout à fait désorganisée. Alors, je ne les dis pas, on en parle en séminaire parce que de toute façon, là, on peut vibrer. Ou la vie va finir par vous les amener, mais je ne peux pas les donner comme ça. Ça serait une perte de temps. Ça serait même vous ôter la possibilité de le découvrir à un moment donné. Ça, c'est pas mon rôle, moi. Le karma serait-il une organisation de notre entité? Est-ce que c'est la seule question? Non, il y en a deux. Peut-on organiser sa fin, entre parenthèses sa mort, en vue d'une réalisation plus parfaite de sa vie, au lieu d'aller vers une mort qui relève davantage de l'accidentel? Le karma serait-il une organisation de notre entité? Le karma, c'est simplement l'action, c'est simplement la réaction qui est créée par l'action de quelque chose. Les arbres ont un karma, l'eau a un karma, tout a un karma, donc l'être humain aussi. Le karma, c'est positif ou négatif. Chaque fois qu'un être humain agit, il y a automatiquement une réaction, c'est le karma. Devenir un être conséquentiel, c'est connaître les lois du karma. Alors, ce n'est pas une organisation de notre entité, c'est simplement l'expression du fait de la vie. S'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de mouvement ou de déplacement, bref, s'il n'y a pas de réaction ou d'action, il n'y a plus de karma. Au niveau humain. Alors, ce qui fait que ce n'est pas l'organisation de notre entité, c'est simplement la loi majeure dans n'importe quel domaine, matériel, vital, astral, mental, qui, au niveau planétaire, qui oblige l'être humain à s'associer, à s'affilier, à s'allier à ce qui doit être fait, parce que tout ce qui ne doit pas être fait crée une réaction appelée karma négatif. Celui qui se programme pour arriver à libérer son mental et qui ensuite l'organise se met en résonance avec ce qui doit être fait. Alors automatiquement, il élimine complètement le karma négatif et il ne reçoit qu'un karma positif. C'est-à-dire que lorsqu'il boit, il n'a plus soif. C'est un karma positif. Lorsque l'être humain se libère de ce karma négatif, il ne vit que le karma positif, qu'il ne recherche plus d'ailleurs, parce que à cette étape, il est un être nouveau. Donc, il est aussi donc, il n'a plus d'ego non plus. Peut-on organiser sa fin et sa mort en vue d'une réalisation plus parfaite de sa vie? Non. Premièrement, sachez que dans le monde des morts, d'ailleurs, une conférence que je fais au mois de mai, c'est pourquoi allez-vous mourir? Dans le monde des morts, l'être humain n'évolue plus. C'est de son vivant que l'être humain doit se mettre au monde et c'est de son vivant que l'être humain change. Alors, une fois mort, on ne revient pas mieux. Au lieu d'aller vers une mort qui relève davantage de l'accidentel. Lorsque l'être humain est suffisamment dans son énergie, lorsque l'être humain est suffisamment énergisé, sa mort ne relèvera jamais de l'accidentel. D'ailleurs, sachez que la mort ne relève de toute façon jamais de l'accidentel. L'accidentel, karma. Bon. Lorsque l'être humain est suffisamment dans son énergie, lorsqu'il a terminé le maximum de ce qu'il avait à faire ici, il ne saute pas la vie. Il ne vit plus. Il meurt. Cette mort peut se donner en dedans de 2 mois, en dedans de 2 ans. Plus l'être humain va être hautement vibratoire, plus cette mort sera rapide. Parce qu'elle n'a pas à influencer l'évolution psychologique de ceux qui vont contempler la mort de ce personnage. Mais on ne peut pas mettre fin à ses jours ou on ne peut pas organiser sa fin. Parce que si l'être humain a la faculté d'organiser sa fin, c'est qu'il a la faculté d'organiser. S'il a la faculté d'organiser, sa fin n'a plus besoin d'être organisée parce que premièrement, elle n'a plus d'importance et deuxièmement, elle n'est plus aussi nécessaire dans l'immédiat. L'être humain qui est organisé
a une raison intelligente de rester en vie? Si pour être organisé, faut-il être absolument programmé, expliqué, s'il vous plaît. Bon, absolument programmé, vous l'êtes déjà absolument programmé. Mais il faut changer la programmation. Quand je dis que l'être humain est déjà absolument programmé, ben effectivement, c'est qu'il ne peut pas aimer ce qu'il ne connaît pas, il ne peut pas haïr ce qu'il ne connaît pas textuellement, il ne peut pas dire « je déteste les Ewoks » s'il ne connaît pas un Ewok. Il peut dire « j'adore les Ewoks » s'il connaît un Ewok. Absolument programmé, tout ce qu'il faut faire, c'est la programmation que moi je veux amener, ça n'a rien à voir avec l'auto-hypnose, ça n'a rien à voir avec toutes les méthodes d'autosuggestion. Ça n'a rien à voir avec les méthodes de motivation positive. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui a déjà été amené. Je parle d'intelligencer quelque chose. Et intelligencer quelque chose, lorsque l'être humain a un mental suffisamment vibrant pour pouvoir intelligencer une action, automatiquement, il peut ordonner une programmation à son ego. Mais pas parce qu'il croit à quelque chose. L'être humain ne peut arriver à intelligencer que s'il vibre l'intelligence d'une chose. Si l'être humain arrive à intelligencer la santé, alors il pourra facilement programmer son ego pour que celui-ci s'organise pour être en santé. Donc, le mental va organiser l'ego de façon à ce que l'ego cesse de nuire au corps physique. Donc, intelligencer, c'est ce type de programmation que moi, dont moi je parle. Je ne parle pas des programmations que l'on connaît. L'être humain ne devient pas totalement programmé. Présentement, l'être humain est programmé. Alors, étant donné qu'il est programmé et programmable, alors on fait de la publicité. Si l'être humain ne serait pas programmé, si l'être humain ne serait pas régi par une conscience collective, si l'être humain n'aurait pas des goûts fondamentalement similaires, des peurs fondamentalement pareilles, on ne pourrait pas faire de la publicité. On ne pourrait pas passer une annonce qui tend à viser un public cible de 2 millions de personnes. Étant donné que l'être humain est programmé, que l'être humain, en gros, accepte les mêmes phénomènes. Un être humain peut avoir une programmation où il accepte de se montrer nu devant d'autres. Mais la majorité ont une programmation où ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. L'être humain est programmé. L'être humain a une programmation qui lui fait aimer telle chose. Parce qu'il a appris à les aimer. Et c'est même un terme de l'être ancien de dire « tu dois apprendre à aimer les belles choses de la vie ». La musique classique, par exemple, pour un jeune punk, il doit apprendre à aimer ça. Et vice-versa. On doit apprendre à aimer ce qui est beau. Mais non, on ne peut pas apprendre à aimer ce qui est beau. Parce que si on apprend à aimer ce qui est beau, ça veut dire qu'on apprend à aimer ce qui est laid. Puis vu qu'on l'aime, on le transforme en beau. Hein? Et vu qu'il n'est ni laid ni beau, on ne peut pas apprendre à aimer. Alors, ce qui arrive, c'est que la programmation, elle est déjà là. Lorsque le mental de l'humain devient le maître, lorsque votre énergie, votre faculté d'intelligencer devient ce qui va régir la programmation, ça change tout. Parce que présentement, l'être humain est programmé par son éducation et l'éducation n'est pas intelligençable. On ne dit pas à un enfant, tu fais ceci et le regarde pourquoi. Tu fais ceci parce qu'il faut que tu fasses ça. Tu t'en sortiras pas, tu réussiras pas. Il faut que tu fasses ça sinon tu n'auras pas les bonnes notes. Alors, ce qui fait qu'il le fait parce qu'il a peur ou il le fait parce qu'en fin de compte, tout le monde le fait. Mais c'est pas intelligent. Il le fait pas parce qu'il envoie l'intelligence. Tout ce que l'être humain s'auto-programme jusqu'à date est régi par son espoir d'avoir cette paix ou de ne plus connaître ses souffrances, de ne plus connaître ses peurs, de ne plus connaître la médiocrité, etc. Ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une raison intelligente de s'en sortir pour arriver à s'en sortir. Ayant une raison intelligente de s'en sortir, on intelligencie un événement. Intelligencier, il peut servir à programmer l'ego qui va vous permettre maintenant d'agir. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être programmés tous pareils. Cela veut dire que selon la faculté qu'aura chacun d'entre vous à raisonner mentalement pour voir l'intelligence d'une chose, il aura cette faculté de se programmer. Mais il restera le maître programmeur. Et ça, c'est très important. Ça différencie de toutes les formes qu'on a eues antérieurement. Il reste le maître programmeur. Alors, la programmation, lorsqu'elle est devenue inutile, il ne reste pas pris avec. Il retransforme parce qu'il envoie l'intelligence. C'est accessible à tout le monde, c'est facile. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut commencer par la base. Alors l'être humain doit d'ores et déjà apprendre à être patient. C'est une attitude pour arriver à s'organiser.
Je trouve que vous n'êtes pas encourageant lorsque vous dites que l'être humain, c'est l'apothéose et la décadence. J'aimerais que vous nous parliez des émotions, comment les contrôler. Ben, si on parle de contrôler les émotions, c'est qu'il y a déjà un phénomène d'apothéose et de décadence. Parce que l'émotion, chez l'humain, c'est une des choses qui le différencie le plus de l'animal. L'intelligence commence à transparaître, mais la majorité de l'intellectuance de l'humain est régie par son plan émotif. Et en même temps, c'est l'apothéose et c'est l'apocalypse de l'humain, les émotions. Je ne suis pas encourageant. Premièrement, mon rôle n'est pas d'encourager. Mon rôle en conférence est de dire l'humain, pour un peu d'encouragement, sauf que c'est vrai ce que je dis. Alors, ça va encourager parce que je vais donner le côté bon d'une chose. Je ne donnerai plus le côté. L'être humain est duel. C'est-à-dire que l'être humain vit dans une dualité, dans un monde séparé en deux avec une coloration qui relie les deux mondes. L'être humain, je le dis souvent, donc cette personne, disons, soit qu'elle ne vienne pas souvent, ou elle dort lorsqu'elle vient, ce qui se peut, parce qu'il arrive à certaines personnes de dormir, et c'est tout à fait correct. Le rôle fondamental de l'humain, de l'être humain dans l'univers. Je ne parle donc pas du rôle visible à l'être humain par ses yeux d'humain. Je ne parle pas non plus du rôle donné à l'humain à partir des religions créées dans l'Antiquité, de façon à organiser la désinformation et la désorganisation de l'humain pour forcer celui-ci en tant qu'esprit à bien vouloir rester sur la planète pour accomplir un rôle qui est connu de son esprit, mais qui échappera toujours à l'ego, à l'âme et à l'humain. Tant que l'humain n'acceptera pas, c'est-à-dire tant que l'ego n'aura pas la vibration d'accepter, de laisser sa place à l'esprit, l'humain global ne saura pas et ne pourra pas comprendre vibratoirement son rôle sur la planète. Ne pouvant comprendre son rôle sur la planète, il ne peut pas le connaître parce que s'il le connaît sans le comprendre, il voudra le transformer. C'est-à-dire, il voudra fuir. L'être humain, il est sur la planète Terre et il est l'entité, l'esprit ou l'énergie divine, la seule qui est acceptée de devenir matérielle, la seule qui est acceptée de devenir matière. Si tous les humains se mettent à genoux devant le Nazaréen, au nom du fait qu'un jour Dieu a donné son Fils pour l'homme, au nom du fait que l'énergie divine s'est fait homme, et alors cette énergie divine fait homme a bien dit à l'homme qu'un jour l'homme ferait la même chose que lui et que le royaume des cieux, et non pas le ciel, et que le royaume des cieux était dans l'homme. Il n'y a aucune différence fondamentale entre le Nazaréen et chacun d'entre les humains de la planète, sauf notre conscience. Lui savait, les autres ne savent pas. Le rôle de l'humain est d'empêcher l'évolution expansive de l'univers. C'est-à-dire que le rôle de l'humain est d'apprendre. D'apprendre à connaître la matière, ce qu'aucune autre énergie divine n'a voulu faire. Parce qu'il y a un danger lorsqu'on vient sur la matière, c'est qu'on peut prendre goût à la matière. Et c'est pourquoi un être déchu du nom de Lucifer habite chacun d'entre les humains pour forcer celui-ci à fuir, c'est-à-dire à évoluer, à retourner vers son Dieu. Parce que si l'être humain ne voudrait pas retourner vers la source première, il s'attacherait à la matière. Mais si l'être humain ne serait pas régi par une autre énergie tout à fait iénique, tout à fait tellurique, tout à fait planétaire, l'être humain ne voudrait plus rester sur la Terre et se tuerait. Pour essayer de fuir par l'intermédiaire du monde des morts, pour fuir la Terre et retourner vers ce Dieu ou vers ce Créateur. Alors, deux énergies habitent l'humain. L'énergie de la peur de la mort, l'énergie de la cristallisation de l'évolution dans le corps physique, et l'énergie du retour vers Dieu, ou vers cette énergie créatrice. Et ces deux mondes créent aussi des dualités chez l'humain. Aucune autre énergie dans l'univers des univers n'a voulu se matérialiser pour pouvoir connaître la matière. Alors l'humain n'a pas un rôle d'imbécile, l'humain n'est pas un être déchu. On l'a instruit qu'il était déchu de façon à ce qu'il accepte au niveau égoïque son rôle à l'échelle planétaire. Un rôle qui n'a d'importance qu'au niveau cosmique. Si ça n'encourage pas
Une chose est certaine, c'est que l'être humain n'est pas un bâtard médiocre et l'être humain n'est pas régi par le péché d'un pauvre homme et d'une pauvre femme à un moment donné en Lémurie. On explique des choses dans certaines traditions pour permettre la communication orale ou écrite jusqu'au temps où on pourra en parler d'une façon lucide et claire. La semaine prochaine, on va parler du retour du Christ. Pas comme tout le monde s'y attend, évidemment. La seule chose intelligente qu'on a communiquée, c'est que ça va venir comme l'humain ne s'y attend pas. Alors on va en parler comme l'humain ne s'y en attend pas. Comment s'organiser sans se faire organiser par les personnes victimes de la désinformation? Facile. Le rôle de l'humain dans cette phase de contact. Le rôle de l'humain dans cette phase où il arrive à pouvoir avoir accès à un nouveau contact. Dans l'Antiquité, la génétique biologique a permis la création de certains corps physiques qui ont pu, par l'intermédiaire d'un énergiseur sur place, augmenter leur potentiel vibratoire pour arriver à ce contact que la majorité d'entre les Québécois et des Québécois du Québec ésotérique vont parvenir dans les 20 ans, dans les 20 années qui viennent. L'énergiseur était le nazaréen, les biologies génétiques relativement avancées étaient les 63 apôtres, dont les 12 les plus connus. Et ces personnages sont arrivés à ce contact avec l'intelligence spontanée, l'Esprit Saint, l'esprit pur, non coloré par l'expérience mémorielle de l'homme. Comment s'organiser sans se faire organiser? Se prendre en main. Se prendre en main à partir de nos mémoires? Non, parce que nos mémoires sont régies par tout ce qui a été fait. Et ce qui a été fait partie de la désinformation. Donc, ce qui fait partie de ce qui crée la désorganisation. Se prendre en main veut dire être capable de voir l'intelligence, être capable de voir ce qui doit être fait. Mais cela veut dire avoir une attitude où vous allez être capable d'accepter, d'apprendre par vos erreurs et d'éliminer une des peurs fondamentales chez l'être humain, la peur de se tromper. Alors cela veut dire se prendre en main. Lorsque vous avez une énergie mentale suffisamment énergisée pour voir l'intelligence, je donne un exemple d'intelligence. Certains parmi vous fument. Est-ce qu'il est intelligent de fumer ou s'il est intelligent de ne pas fumer? Tous ceux qui fument et tous ceux qui ne fument pas, qui vont dire « il est intelligent de ne pas fumer », sont sans doute régis par le système de désinformation. Et tous ceux qui disent « il est intelligent de fumer », la majorité vont être régis aussi par le système de désinformation. Mais à un moment donné, il y aura un être humain qui va dire « moi, je fume et c'est intelligent que je fume ». Organiquement, non. Mais sans ma cigarette, présentement, je n'ai pas l'énergie de résister. Je ne peux plus être aussi efficace, je ne travaille pas autant, je deviens colérique, je viens que... Alors pour l'instant, je fume. Ça me place. Ça me place à terre. J'organise pendant ce temps-là mes choses et lorsque j'aurai suffisamment réglé les problèmes, je verrai s'il est le temps pour moi de d'éliminer ma cigarette. Si je l'élimine et que ça crée un conflit chez moi, il ne sera peut-être pas le temps. Biologiquement, il est intelligent de cesser de fumer. Vitalement, on ne sait plus, parce que régi par la psychologie. Psychologiquement, on ne sait pas. Mentalement, on ne sait pas, et supramentalement non plus. Donc, il est intelligent pour certains fumeurs de fumer, comme il est intelligent pour d'autres fumeurs de cesser de fumer. Intelligencer, cela veut dire ne plus dépendre de l'opinion collective. On peut s'informer, mais sachez que la majorité des fois, lorsque l'on s'informe, on se désinforme. C'est-à-dire lorsque l'on s'informe normalement, on s'éloigne de la réalité pour se rapprocher d'une vérité. La réalité, elle est capable d'exister même si aucun humain de la planète ne l'accrédite. Tandis que la vérité ne peut exister sans l'humain. Parce que c'est l'être humain qui crée la vérité. La réalité n'a pas besoin d'être créée. Elle était là en même temps que l'humain. Donc, se prendre en main veut dire être capable à un moment donné de voir l'intelligence d'une chose, intelligencer quelque chose et non pas intellectualiser quelque chose. Pour cela, vous devez découvrir de nouveaux mécanismes, de nouveaux principes
mais presque soit dans un état vibratoire qui vous permet de jouir de ce que vous découvrez, soit dans un état égoïque, où vous allez pouvoir subir un choc. Parce que si vous n'en jouissez pas vibratoirement, ou si vous ne subissez pas de choc, vous allez intellectualiser. On peut vivre une parole, puis on peut intellectualiser une parole, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de l'ajusteur psychologique, votre énergie mentale prend la parole et l'ajuste, déforme la parole pour qu'elle soit accréditée par l'ego. Pas faire de transformation trop grande. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors, comment arriver à s'organiser sans être assujetti par les désorganisateurs, se prendre en main? Alors, à un moment donné, vous allez voir le fiasco planétaire, très intelligent comme fiasco, et vous allez aussi voir l'intelligence de sortant à travers le fiasco, vous ne voudrez pas changer le fiasco. L'être humain transitif veut changer les choses. Ça ne changera pas. Alors, vous allez travailler avec le fiasco. Et là, vous ne vivrez plus ce fiasco. C'est bien beau se programmer, mais comment échappe-t-on au subconscient sournois qui guette la moindre inattention? Y a-t-il un mécanisme qui nous permet de détecter le subconscient avant qu'il ne nous tombe dessus? Quand il va tomber, tassez-vous, il va tomber à terre. Ça va être réglé l'affaire du subconscient. Le subconscient, c'est tout le conscient qu'on n'a pas à la conscience. C'est ça le subconscient. Et on n'a pas besoin de travailler avec son subconscient pour arriver à s'en sortir. Ça, c'est une théorie d'être ancien, qui, au lieu de travailler avec ce qui est vivant, a décidé un jour dans sa mémoire passée de travailler avec ce qui est encore plus passé. Le subconscient. Évidemment, il y a des pouvoirs dans le subconscient qui, à l'insu, hypocritement, dans le conscient de l'humain, viennent le régir. Mais savez-vous pourquoi le subconscient a tant d'efficacité dans votre conscience? Inconsciemment. C'est que le subconscient, ce sont un paquet de mémoires qui n'ont pas été suffisamment énergisées pour se cristalliser à votre ego. Donc, vous ne pouvez pas les goûter dans votre conscience, sauf sur hypnose ou sauf dans certains moments donnés particuliers. Mais votre conscience, elle est régie par vos mémoires. Et la mémoire peut facilement être colorée par la mémoire. Alors, ce qui fait que lorsque l'être humain, au lieu de travailler sur... Vous savez, je me dis, moi, je fume, alors je m'hypnotise, je me dis, je cesse de fumer, je cesse de fumer. Quand je sors de là, je cherche des cigarettes qui ne font plus de fumer. Fait que là, je cesse de fumer. Bon. Parce qu'on ne règle pas tellement le problème. La personne, elle fouille dans ses mémoires conscientes et elle va essayer de transformer ses mémoires. Donc, il y a une programmation qu'elle va reprogrammer. Ça, c'est le mécanisme de l'auto-hypnose. Mais elle les reprogramme suite à un désir mémoriel qu'elle a. Tandis que l'organisation réelle, pour arriver à l'efficacité, c'est de programmer à partir de l'ajustement avec la réalité et non pas à partir d'un désir suscité dans nos mémoires. Ce qui fait une maudite bonne nuance. Parce qu'il y en a qui s'auto-hypnotisent. Puis à un moment donné, il faut qu'ils recommencent. Puis à un moment donné, il faut qu'ils recommencent. Le monde change. Il faut qu'ils passent tous les années une partie de leur vie à s'auto-hypnotiser pour s'adapter au monde qui change. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Le subconscient, ce sont des mémoires. Et ces mémoires, donc, communiquent avec nos mémoires qu'on a dans notre conscient et ils sont capables eux-mêmes de restructurer lentement, à notre insu, de nouvelles programmations dans notre conscience. Alors, l'humain a décidé un jour de prendre sa conscience, de l'effacer pour aller fouiller, cheminer dans son subconscient et là, reprogrammer le subconscient. Le maudit subconscient qui venait tout changer, alors on a mis ça sur le dos du subconscient et là, on va reprogrammer le subconscient. Mais reprogrammant le subconscient, on joue le même jeu que de reprogrammer le conscient. On fouille dans les mémoires. Et vu qu'on accumule continuellement de nouvelles mémoires, il faut donc passer notre temps à vérifier si notre RAM, si nos mémoires vives, sont correctes ou à reprogrammer. Lorsque l'être humain oublie son subconscient et oublie même son schéma de mémoire, intelligencer vous permet de sauver du temps parce que vous n'avez plus besoin de fouiller dans vos mémoires. Il y a quelque chose dans votre jeunesse qui fait que vous avez peur des chats. Ou que vous kickez tous les chats que vous rencontrez. Bon. Alors là, on vous hypnotise et on essaie de retrouver dans vos antécédents, si vers l'âge d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., s'il n'y aurait pas quelque chose à un moment donné qui aurait suscité cette peur.
La seule façon qu'on peut faire, c'est que si on découvre la chose, ben vous le savez, mais ça ne change rien. Et si l'hétérohypnotiseur est suffisamment brillant, il va peut-être vous le faire dire et il va vous convaincre que c'est pas ça. Alors là, la mémoire ayant été transformée, lorsque vous revenez, ben, ça n'a plus peur. L'autosuggestion, la motivation, tout ce qui énergétiquement peut transformer une mémoire fait cela. Intelligencer veut dire regarder ce qui doit être fait. Ça vibre au niveau du mental, donc ça ne vibre pas au niveau de l'émotion. Et là, on vient placer immédiatement une nouvelle structure d'ajustement face aux mémoires pour permettre à l'humain d'être plus efficace. Cela veut dire qu'on n'a plus besoin de transformer la mémoire subconsciente, on n'a plus besoin de transformer la mémoire consciente, on ne va transformer que ce qui lie la mémoire. Alors, au lieu d'aller lire des parties que vous ne voulez pas lire, au lieu de faire en sorte que cette mémoire puisse se vomir continuellement dans votre conscience, consciemment ou inconsciemment, alors on va transformer ce qui lie la mémoire. Au lieu d'aller transformer 20 ans, 40 ans, 50 ans de mémoire, 24 heures sur 24, c'est long, c'est presque une perte d'énergie totale. Alors donc, l'être humain n'a pas à travailler avec son subconscient, il n'a pas à travailler avec son conscient mémoriel, il n'a qu'à travailler qu'avec le seul conscient qui lui permet de connaître la réalité sans la colorer, et cette conscience, elle apparaît au niveau mental. Et là, il sera capable, par cette nouvelle programmation, de changer ce qu'il va lire. Il y a deux formes de programmation. Celle que j'amène ce soir, celle où on va transformer le réceptacle qui va lire, et l'antique programmation qui, elle, transformait la mémoire qui était lue. Alors, voyez la nuance. Si je transforme, c'est comme d'avoir une aiguille de tourne-disque tout abîmée. J'ai beau mettre de nouveaux disques, c'est sûr que si un disque est usagé, la tête est usagée, on va lire tout croche. Alors, je suis tanné, je jette le disque, je mets un nouveau disque. C'est mauditement mieux. Mais c'est encore tout croche. Puis à un moment donné, le disque va encore être tout vieux. Si je change la tête et que je change le disque, c'est impeccable. Mais si je change juste la tête et que j'ai une vraie bonne tête, si le disque est encore en relativement bon état, et vu que la majorité d'entre vous, vous avez la faculté d'avoir une énergie mentale, donc le disque est encore en assez bon état, plus de problème. On ne travaille pas à changer nos mémoires, à restructurer les mémoires, à fouiller dedans, à replacer ceci, à replacer cela, à oublier cela, à recréer ceci, à se motiver, à se dire que c'était pas laid, mais que c'était beau. Non, ce qui va lire, ça peut être changé. Et lorsque ce n'est plus adapté, on le rechange. On n'a pas besoin de travailler toute notre vie à récupérer notre subconscient. Lui, il veut être subconscient, qu'il reste subconscient. On n'ira pas fouiller dedans. Puis votre mémoire consciente est impeccable. Elle peut servir. Ça dépend. De quelle façon êtes-vous habilité à lire ce que vous voulez aller lire dans votre mémoire? C'est ça qu'il faut travailler. Ça, c'est la reprogrammation telle que j'en ai parlé tout à l'heure. Y a-t-il un lien entre ces mémoires individuelles et la mémoire collective de la planète? Peux-tu expliquer? La mémoire individuelle, qu'est-ce que c'est? Qui parmi vous avez vu un jour un hippopotame? Peut-être quelques-uns dans un zoo. Je parle vivant, là. Mais vous savez tous ce que c'est un hippopotame. Mémoire collective. L'éducation vous l'a amené. Y a-t-il un lien entre les mémoires individuelles et les mémoires collectives de la planète? Ben oui. Vous avez entendu parler de Ramsès II. Mémoire collective. La langue, mémoire collective. Les couleurs, mémoire collective. Vous savez ce qu'est souffrir l'amour, l'inquiétude, la joie, mémoire collective. Alors, qu'est-ce qui vous constitue? Si ce qui vous constitue mémoriellement vient continuellement perturber votre faculté d'être efficace, vos mémoires qui vous constituent étant nourries par l'extérieur nourrissant vos mémoires qui, elles, colorent votre capacité d'être efficace, l'extérieur colore donc votre faculté d'être efficace, donc l'extérieur vous manipule. Tant que l'être humain est assujetti à une conscience collective, il reste manipulé et il fera comme tout le monde.
il sera normal. La mémoire, elle restera collective, étant donné que l'expérience planétaire, ce n'est pas l'expérience d'un seul humain. Il n'y a pas un seul humain sur la planète qui va s'en sortir avant les autres. Il va changer de conscience, de plan de conscience. Il va changer de rôle ou de fonction. Il va changer de forme. Il n'y a pas un seul qui va retourner vers ce créateur ou vers cette création, pour être plus précis, avant les autres. Alors, ça reste collectif. L'évolution est une affaire de collectivité. C'est-à-dire que l'être humain est une pluralisation d'expressions d'une seule et même chose. Ça, on l'a toujours dit. C'est rassurant. C'est rassurant tant qu'on ne comprend pas, mais c'est embêtant maudit quand on comprend. Parce que si on est l'expression d'une seule et même chose, ben effectivement, on ne pourra pas s'en sortir sans les autres. Sinon, il faudra se détacher de cette seule et même chose. Puis fonctionner tout seul à part. C'est ce qu'on compte dans la Bible lorsqu'on parle de Lucifer. Ça n'a pas marché. Fait qu'essayez pas, ça n'a pas marché. Par contre, l'être humain arrive à avoir une conscience individuelle lorsqu'il est capable, à partir de son énergie mentale ou supramentale, de vivre le moment présent et d'essayer de se mettre en affinité avec le moment présent en essayant de voir ce moment tel qu'il est. S'il le voit tel qu'il est, il saura accepter de vivre avec une légère connotation collective, tout en ayant une faculté de décider, de réagir ou d'agir tout à fait individuelle. Il sera dans son énergie. Être dans son énergie, cela veut dire être capable de voir une chose à partir de soi, et non pas à partir de ce qu'elle devrait être vue si tout le monde serait à ma place. Cela veut dire que lorsqu'une personne est dans son énergie et qu'elle a la faculté de voir les choses telles qu'elles sont, lorsqu'elle voit un nuage, elle sait que c'est un nuage. Connotation collective. Mais si elle ne prononce même pas le mot nuage, qu'elle ne fait que s'écraser dans le gazon et observer tout ce qu'il y a là, et lorsqu'un enfant perd sa balle, il prend la balle, lance à l'enfant, et il observe encore, et lorsqu'il se met à pleuvoir, il se met à l'abri, sans nommer ce qu'il fait. Sans nommer veut dire sans penser. Alors il est dans une conscience individuelle et il saura vivre la vie sans la colorer, sans vouloir qu'elle cesse, que ça finisse au plus vite, sans vouloir que ça s'étire, c'est trop bon. Il ne nommera pas ce qu'il vit. Ne nommant pas ce qu'il vit, il ne pense pas ce qu'il vit. Ne pensant pas ce qu'il vit, il ne tue pas ce qu'il vit. Il aura besoin de sa parole pour communiquer avec quelqu'un. Mais encore là, la parole sera exprimée verbalement. Ce n'est même pas nécessaire qu'il pense. Souvent, l'être humain ancien va dire « Mes mots ont dépassé ma pensée ». Normal. Ce n'est pas nécessaire de penser pour parler. Alors, l'être humain est capable même de communiquer, de parler et de vivre l'instant présent. Pourquoi l'être humain n'en viendrait-il pas à aimer assez pour pardonner, faire miséricorde, aimer davantage plutôt que d'aller jusqu'à haïr? Mais l'être humain va venir à aimer, mais pas assez pour pardonner. Le pardon, c'est un palliatif donné par les énergies intelligentes, en l'occurrence les énergies supramentales, ou Dieu, à l'être ancien, parce qu'il n'avait pas la faculté de comprendre. Un jour, lorsque j'étais jeune, j'ai dit que pardonner, c'est bien, mais oublier qu'on a pardonné, c'est mieux. Parce que beaucoup pardonnent et s'en rappellent. Alors, ils n'ont jamais pardonné. Tu sais, tu as déjà fait ça, je t'ai pardonné cette fois-là, là, mais recommence plus. Tu n'as jamais pardonné. Le pardon, c'est ce qui a été enseigné à l'homme. On a instruit l'humain à pardonner
pour lui permettre d'accepter un événement sans qu'il le comprenne. Mais évidemment, l'amour, le pardon, l'amour humain et le pardon n'ont rien à voir avec le aimer assez. Lorsqu'on aime humainement, d'une façon écœurante, c'est quoi de le dire? Lorsqu'on aime, on est bouillant d'amour, on aime, la personne chère, puis elle nous dit « Veux-tu aller te promener? » Ah là, c'est pas long, tu vas le haïr, hein? Ça. Lorsqu'on aime assez, puis qu'on aime encore plus, on est tout près d'haïr si l'autre ne devient pas notre esclave soumis. Totalement. Plus on aime, plus on étouffe. Alors l'être humain va dire, oui, mais il doit avoir un amour où tu peux tout aimer en laissant libre. D'accord. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Si tu aimes d'un amour où tu peux laisser libre, tu peux accepter qu'un homme rentre chez vous, tue ton enfant et s'en aille, et tu l'aimes quand même. Tu laisses libre. Alors laisse libre. Pas libre à partir de tes concepts, parce qu'il fait pareil. Alors, aimer assez pour laisser un autre nous haïr, aimer assez pour aimer les Libyens, ou les Russes, ou les Américains, ou les Noirs, ou les n'importe quoi, aimer assez pour s'aimer tout en aimant les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment plus les autres qu'eux autres, et ils n'oublient sa planète. Il y en a qui s'aiment plus les autres que les autres, et ils n'oublient encore sa planète. Aimer assez pour être capable de tuer Maringouin, Snaf, puis de ne pas l'haïr. Oui, c'est ça, on revient même à faire tout à l'heure. Tu te défends, c'est ça. Par contre, l'être humain, il aime. Mais il aime sélectivement. Alors, le maringouin est sur la table, il tue pour éviter que. Ça, c'est stupide. Faire miséricorde. Aimer davantage plutôt que d'aller jusqu'à haïr. L'être humain, tant qu'il est régi par l'amour humain, un amour sélectif, un amour qui aime, ne peut pas faire autrement que d'haïr. Tandis que l'être nouveau, lui, vit d'un amour qui n'aime pas. Ça, c'est un mécanisme qui est dur à comprendre pour celui qui aime. L'amour, ça n'aime pas. Levez donc les mains ceux qui ne sont pas d'accord, juste les mains, pour dire que l'amour n'aime pas. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord pour dire que l'amour, ça n'aime pas? Levez les mains ceux qui ne sont pas d'accord. 2. Est-ce que l'amour, ça aime? Levez donc les mains ceux qui sont d'accord pour dire que l'amour, ça aime. Un autre. Fait que ça en fait 3. L'amour, disons que l'amour est une énergie qui vient du ciel, qui vient de l'extraterrestrialité planétaire et qui descend sur la planète. Alors l'amour, ça descend partout, n'est-ce pas? Un criminel peut aimer son arme à feu, peut aimer une femme. L'homme le plus laid peut aimer. La femme la plus massacrée peut aimer. Elle peut même être aimée. Alors l'amour, c'est partout. L'amour, ce n'est pas sélectif. Je parle de l'amour avec un grand A, l'amour intelligent. Il ne dit pas « je vais là et je ne vais pas là ». Mais le problème, c'est que lorsque cet amour qui va partout pénètre chez l'humain, l'humain sélectionne. Alors l'humain dit de cet amour que je reçois, je vais l'exprimer là, mais pas là. Alors automatiquement, l'humain va dire « j'aime et je n'aime pas ». L'humain va dire « je veux aimer tout le monde ». Cela veut dire, généralement, tout le monde doit me donner de l'amour. Ou bien, je te donne de l'amour, tu dois m'en donner. Vous savez, quand vous sortez des bouches de métro, de temps en temps, on a du monde plein d'amour à Chaudière avec des papiers. C'est ça qui se passe. La personne qui souffre de ne pas être aimée, elle ne sait pas ce qu'est l'amour. La personne qui souffre de ne pas pouvoir aimer, elle ne sait pas ce qu'est l'amour. La personne qui est capable d'aimer un tel, de ne pas aimer un autre, ne sait pas ce qu'est l'amour. L'ombre de l'amour plane chez l'humain. Mais cet amour, il est manipulé par votre ego, par vos émotions. L'amour va sortir si l'émotion le permet. Ça ne sortira jamais par intelligence chez l'être ancien.
Alors l'être ancien a un amour qui aime. Un amour qui est sélectif, tandis que l'amour n'est pas sélectif. Alors moi, je n'ai pas besoin d'aimer personne et je n'ai pas besoin d'être aimé. Ce qui me laisse totalement libre et ce qui libère totalement les autres de moi. Alors automatiquement, je peux voir l'intelligence d'une union harmonieuse entre nous deux, et si on n'a rien à voir, alors on se libère. Alors je vis donc un amour qui permet à n'importe qui d'approcher, mais qui permet à n'importe qui de s'en aller. Un amour qui n'attache pas. Je ne suis donc attaché à rien. Celui qui pense, l'être humain va finir par aimer. Mais l'amour ne peut pas être régi par la pensée. Ce n'est pas le rôle, ce n'est pas du ressort de la pensée que d'aimer. La pensée aime. Mais la pensée ne doit pas aimer. La pensée ne peut pas aimer universellement. La pensée ne peut pas aimer intelligemment. Ce n'est pas du ressort de la pensée que d'aimer. La pensée, elle est là pour créer un lien entre l'intelligence et l'ego. La pensée, elle est là pour créer un cadre où l'ego pourra toucher à ce Dieu, la pensée, et ce Dieu, par l'intermédiaire de la pensée, manipulera la pensée de façon à instruire l'ego. La pensée n'est pas là pour exprimer ce qu'elle reçoit à l'extérieur. La pensée, c'est un mécanisme qui unit, et c'est donc dans la pensée que la religion vient, ce qui relie. Tant que l'être humain aime par la pensée, il n'a pas le choix, il haïra par la pensée. À un moment donné, l'être humain va arriver à une phase où il va comprendre l'intelligence de quelque chose. Il ne pardonnera plus. Il se passe quelque chose et tu comprends. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est évident. Tu ne pardonnes pas. Pardonner veut dire ne pas comprendre et c'est un palliatif à ce manque de compréhension. C'est donc extrêmement intelligent d'instruire le pardon chez l'être qui n'a pas encore la faculté de comprendre. On peut même dire que le pardon suprême, c'est la compréhension. Alors, vous n'avez même plus à pardonner. Lorsqu'un enfant de 6 mois fait des dégâts dans ses couches, vous ne le pardonnez pas. Ça serait se spiritualiser à un point dangereux. Ça serait se prendre au sérieux à un point tel que moi, je ne devrais pas changer ses couches, mais bon, je lui pardonne, je l'aime, et puis, même toi, si tu ne l'aimerais pas. Il faudrait qu'il change seul, ces flash-by. Lorsque l'enfant a 6 ans et qu'il fait encore des dégâts dans son lit, est-ce qu'on lui pardonne? Ben non, là, on se dit qu'il devrait comprendre. L'homme, la femme, l'enfant comprennent lorsqu'ils comprennent. On ne peut pas dire il devrait comprendre. Il comprend ou il ne comprend pas. Si vous avez des questions, les posez par écrit. Et puis vous les amenez en avant. Alors l'être humain, lorsque l'être humain comprend, je regarde par exemple un handicapé mental de 6 ans qui fait des dégâts dans son lit, je ne lui pardonne pas. Je ne le chicane pas. Je comprends. Alors cette compréhension devient donc un pardon magistral qui est au-delà du pardon. Ce n'est même plus régi par la pensée. Cela va de soi. Je pardonne pour ne pas haïr. Lorsque je n'haïs plus, je ne pardonne plus. Cela va de soi. C'est clair. Alors moi, je n'ai pas besoin de pardonner ceux qui me détraquent ou ceux qui me haïssent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je peux dire, pardonne-leur. Si tu n'as pas la faculté de comprendre qu'ils ne peuvent pas faire autrement, moi, je ne pardonne pas. Je n'ai pas besoin, je sais. Dans votre séminaire sur l'organisation, allez-vous donner les moyens d'arriver à cette organisation? Très, très bonne conférence. Ben, je pense que ce serait stupide de faire une conférence d'organisation puis dans un séminaire de donner d'autres choses. C'est oui. Ben oui, évidemment. Il n'y a plus de questions. Force. Je dois en sortir une? Je peux m'en poser si tu veux. Ah non, je suis là pour ça, inquiète-toi pas. Non, je m'inquiète pas. À quoi ça sert À de... rien. À quoi ça sert d'agiter ses petites ailes
quand on est tous collés au papier tue-mouche de la vie? Rien. Autrement dit, il y a deux courants, deux idéologies qui s'affrontent, ou deux perceptions, celle de la volonté suprême et celle du lâcher-prise suprême. C'est quoi ta version, toi? Lorsque la mouche est sur le tue-mouche, si elle lâche prise, elle tombe à terre parce qu'elle est morte. Tant qu'elle est sur le tue-mouche, elle a toujours la possibilité de se faire arracher par un bouffeur de mouche. Si elle se fait arracher par un bouffeur de mouche, elle sera digérée par le bouffeur de mouche. Un oiseau, je parle, pas d'un enfant aussi, oui. Elle sera digérée par le bouffeur de mouche. Étant digérée, ses molécules physiques et tout ce qui la constitue vont donc maintenant prendre part de ce grand véhicule. Même chose pour l'être humain. Si l'être humain est égoïque, l'être humain planétaire est collé sur un tue-mouche. Faut qu'il se fasse engorger, faut qu'il se fasse bouffer par l'être humain extraterrestre, c'est-à-dire par son énergie, par son esprit, par ce Dieu. Alors automatiquement, il quitte le tue-mouche et il fait partie maintenant de ce grand tout qui est le bouffeur d'humain. Pour répondre à ta question. Réponse écologique, ça. Ben oui, évidemment. Tu vois que je peux parler de n'importe quoi, même des tue-mouches. Maintenant, il y a une tendance énergétique qui instruit que l'être humain ne peut pas rien faire. Et je suis d'accord. Une autre tendance qui dit que l'être humain doit s'en sortir. Et je suis aussi d'accord. Maintenant, il y a deux formes d'êtres humains, il y a deux êtres humains dans l'être humain global. Il y a la poule et il y a l'œuf. Alors, ce qui fait que ce genre de questions s'adresse à un plan et non pas à l'autre, ou à un plan ou à un autre, mais jamais aux deux. L'être humain égoïque, émotivement, ne peut pas rien faire pour s'en sortir, sauf désirer de s'en sortir, et c'est d'ailleurs le seul rôle fondamental de ce qui crée l'espoir, de cet amalgame de mémoire, c'est de créer le lien qui va forcer l'humain à vouloir s'en sortir. Mais il y a autre chose, c'est que cet ego veut s'en sortir sans le reste. Et vu qu'il n'a pas la vibration, à ce niveau, il ne peut pas l'avoir, c'est trop densifié dans le temps et dans l'espace au niveau planétaire, sa conscience psychologique, vu qu'il ne peut pas l'avoir, il y a donc une autre tendance qui va faire que l'humain doit vibrer le fait qu'il ne peut pas s'en sortir. L'ego a un seul rôle, permettre le contact avec le reste de l'homme qui va être capable de régler le problème, mais l'ego n'a pas la faculté de s'en sortir sans ce contact. Et l'ego, s'il a le contact, n'a pas la faculté de s'en sortir ou de faire en sorte que tout va marcher. Il devra laisser la place maintenant à ce qu'il a été cherché, ce que l'être ancien appelle son Dieu. Et donc, on a ce mécanisme qui fait que on instruit l'ego qu'il ne peut rien faire, donc il doit s'en remettre. Et on instruit en même temps l'ego qu'il est ce Dieu. Et c'est normal. Donc, j'appuie les deux thèses qui sont tout à fait réelles, dépendant du point de vue où l'être humain se place. Alors, au niveau égoïque, l'être psychologique, l'âme et tous ces mécanismes n'évoluent pas. Ils sont assujettis à une évolution très, très lente, densifiée, l'évolution expérimentale, l'évolution expérientielle planétaire, tandis que l'être humain est formé en fonction d'avoir un contact, et c'est ce contact qui va permettre la gestion du reste de la planète. Donc, l'être humain global, qui n'a rien à voir avec l'être humain qu'on connaît, lui, ne s'en sortira pas parce qu'il n'est pas pris. Lui comprend l'intelligence de l'expérience humaine, alors il ne cherche pas à s'en sortir, tandis que l'ego se doit de vouloir s'en sortir pour créer le contact et de vouloir accepter de subir pour rester sa planète. C'est pas ça qu'il fume. Peux-tu me donner des exemples de manifestations du moi dans le quotidien, là, le moi? Comment est-ce qu'il s'exprime, le moi? Ben, la colère, une expression du moi. Le moi, il crée des divisions, là, si Ben oui. j'ai bien compris. Okay. Le moi s'exprime simplement par l'orgueil. Quelle que soit la subtilité à cet orgueil, le moi s'exprime par l'orgueil. Tu as besoin d'amour, tu es orgueilleux. Tu veux aimer, tu es orgueilleux. Tu veux manger pour ton plaisir, tu es orgueilleux. Tu veux voyager. Ok. Une personne qui dit, par exemple, moi j'ai un doctorat en psychologie, ce que vous dites, je l'approuve pas. Est-ce que c'est le moi qui parle? Ben oui. Ça va de soi.
Le mental n'a pas à communiquer ce genre de choses. Évidemment, l'ego va le communiquer. C'est Pourquoi- possible que le mental vibre Pourquoi est-ce et qu'on qu'il met, fasse vibrer l'ego. pourquoi est-ce qu'on met un doctorat en psychologie en avant de la question? Sans doute pour essayer de préciser, de pousser de l'énergie sur ce qui suit ce doctorat. Ou encore, ça peut être un autre mécanisme que la personne écrit pour s'instruire à elle-même de l'illusion dans laquelle elle était. Alors, elle va écrire et en même temps, elle ne pense pas nécessairement à ce qu'elle écrit, donc avant de l'écrire. Alors, elle peut aussi écrire et s'informer. Exactement comme de temps en temps, on peut jaser et on va dire, tu sais, moi, j'ai ce problème-là. Ça fait 3 fois que je t'en parle, mais là, je t'en parle encore, c'est pour moi. Fait que, puis là, on parle, puis on peut jaser parce qu'on instruit notre ego. Alors, il se peut aussi que la personne ait instruit son ego. Il faut pour cela ne plus vouloir impressionner l'autre et non plus À d'être ce niveau-là, impressionnable. oui. Là, c'est une Parce discussion que d'être intelligent. Le doctorat, là, c'est pour impressionner. Ben, ça va de soi. Sauf L'ego, si la donc le moi, personne- cherche à impressionner. Toujours. Sauf si elle l'a écrit pour pouvoir frustrer son ego. Tu vois, moi, Ce qui j'ai est fait rare. ça, j'ai passé... Oui, c'est rare, mais ça se fait. J'ai fait ceci et j'ai passé tant de ma vie, en fin de compte, je comprends tout. Bref, j'avais pas besoin de ça. Parce que quand on a, par exemple, juste au niveau du PMC, il y a plusieurs médecins qui suivent le cours. Et souvent, les autres vont dire, ah, la médecine n'enseigne pas ça. Tu sais, moi, je passé 15 ans, tu sais. Est-ce que c'est pour dire à la classe qu'il est médecin? Non. Pas rendu à un certain niveau. C'est rare, ça, je te le concède, mais ça se fait. Toi, est-ce que tu te vantes toujours de toutes tes lectures? Non. Mais un jour, en parlant, tu peux dire, moi, j'ai lu au coton, puis c'est pas ça qui m'a instruit. Est-ce que c'est pour te vanter? Habituellement, ça serait ça, mais à un moment donné, non. Ça dépend des individus. Une dernière question qui a été amenée à la dernière minute. Hein. Comment se fait-il que quand j'ai pardonné, je me sens mieux? Pour la simple raison que le karma relatif, le plus grand karma qui pèse sur les épaules